Bonjour à tous et à mes collègues, je dis aussi chers collègues. Nous poursuivons les travaux de notre mission d'information dont le titre est Création, diffusion et acquisition des connaissances, comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture. Nos invités sont nombreux aujourd'hui, mais il nous a semblé important de croiser les regards des différentes professions que vous représentez. Nous accueillons donc M. Guilhem Cottet, directeur général de l'Union des producteurs phonographiques français, M. Marc Guez, directeur général gérant de la Société civile des producteurs phonographiques, M. Alexandre Lache, directeur général du Syndicat national de l'édition phonographique, Mme Émilie Deveau-Trébouville, secrétaire générale du Syndicat national de l'édition phonographique, Mme Aurélie Andouche, directrice du Syndicat des musiques actuelles, accompagnée de M. Mathieu Dacieux, membre du conseil d'administration. M. Stéphane Lec, président de la Fédération nationale des labels et distributeurs indépendants, M. Arthur de Rohan-Chabot, directeur général de la Société des producteurs de phonogrammes en France, M. Mathieu Chabot, administrateur de la Chambre syndicale de l'édition musicale, Mme Agnès Defaux, déléguée générale de la Chambre syndicale de l'édition musicale, et enfin M. Laurent Juillet, président de l'Union nationale des auteurs et compositeurs. Nous vous remercions, mesdames et messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'au titre de cette mission, nous avons déjà reçu plusieurs acteurs de la filière musicale, à savoir le Centre national de la musique, ainsi que des représentants des plateformes de streaming comme Deezer, Spotify et Qobuz. Nous auditionnons prochainement le syndicat Ecosed. Les métiers que vous représentez sont directement exposés à la révolution de l'intelligence artificielle générative, qui s'ajoute à d'autres outils d'intelligence artificielle. Plus que de simples outils d'assistance, ce qui sont aussi, ceux-ci peuvent parfois se substituer au savoir-faire humain. Et la question qui vous sera posée, bien sûr, abondamment aujourd'hui, c'est comment évaluez-vous l'ampleur de l'impact de l'IA générative dans vos secteurs et comment garantir la protection de la création humaine dans le domaine de la musique. Ces enjeux créatifs, économiques et juridiques sont nombreux et ils seront abordés lors de cette audition par Madame la rapporteure. Je vais donc vous céder d'abord la parole par organisation pour quelques minutes de propos liminaires, si vous voulez bien. Essayez d'être concis, puisqu'ensuite vous pourrez développer en répondant aux questions de Madame Calvez. Donc je vous en prie, qui veut prendre la parole en premier? Je vous en prie. Merci. Merci Madame la rapporteure, merci Monsieur le Président. De manière générale, pour dire que voilà, la musique enregistrée a toujours évolué avec la technologie. Le métier d'un producteur, c'est d'investir massivement dans la création et derrière de licencier aussi massivement, le plus possible, le plus largement possible, ces catalogues. D'ailleurs, on vit avec l'IA depuis des décennies en réalité. En studio depuis 50 ans, en diffusion depuis plus de 15 ans. Une plateforme de streaming, c'est un service numérique qui indexe et classe des contenus, c'est globalement de l'intelligence artificielle prédictive. Donc, il n'y a ni béatitude, ni refus d'obstacles face à l'IA. Il y a juste le fait de dire que c'est ni bien ni mal, c'est juste ce qu'on veut en faire, à savoir un outil, en l'occurrence. Cependant, et d'ailleurs c'est ce que vous abordez dans vos questions, on peut clairement dire que l'IA générative est effectivement une rupture. Une rupture qu'on peut appeler ontologique, cognitive, comme vous le faites, anthropologique, comme on veut. Effectivement, c'est la première fois que le robot vient concurrencer l'humain dans ce qu'il a d'essentiel, à savoir son espèce de liberté, c'est-à-dire le langage et la création. Et en plus, cette rupture prend la forme à la fois d'une utilisation massivement contrefaisante en amont, au stade de l'entraînement, et d'un risque d'éviction important en aval, ce qui fait que non seulement on a un risque économique important, mais derrière, on a des questions qui dépassent le risque économique, à savoir l'avenir de la culture, de la diversité culturelle, l'avenir de notre démocratie, ce qu'on veut du monde de demain, la chance qu'on laisse au cerveau de nos enfants, et aussi la place qu'on laisse à la règle de droit. Et c'est là où j'arrive à mon point. Évidemment, nous serons de fervents défenseurs de la règle de droit, notamment européenne. Le législateur européen a prévu des obligations importantes dans le RIA, notamment obligation de conformité au droit d'auteur, transparence des données d'entraînement, précisément pour permettre ce respect du droit d'auteur et permettre aux ayants droit de faire la preuve de l'utilisation de leur contenu et donc de développer un marché de licence volontaire pour contractualiser et autoriser leur contenu. Sauf qu'aujourd'hui, on voit très bien que cette règle est lâche dans son application.
Et on peut quand même se dire, très classiquement, que c'est peut-être aux États membres de garantir l'effectivité du droit européen, de manière habituelle, si je peux dire. Je vois que vous l'avez. De manière classique, c'est globalement aux États membres d'être les garants de l'application du droit de l'Union. Dans ce cadre-là, vous me voyez venir sur la proposition de loi de vos collègues sénateurs, qui précisément se donne pour ambition d'assurer cette effectivité du RIA, en prévoyant un outil, un mécanisme présomptif, un mécanisme probatoire qui prend la forme d'une présomption d'exploitation des contenus culturels. On pense, évidemment, il y a un soutien général, en tout cas, je pense très large, de toute la chaîne de valeur, on va dire, auteurs, artistes, producteurs, éditeurs, de l'ensemble des secteurs créatifs à cette proposition de loi, pour une raison simple, qui est que il s'agit ici de rééquilibrer en fait le rapport de force entre la culture et la tech. Et on voit avec soulagement, quelque part, arriver l'avis du Conseil d'État qui montre qu'il n'y a pas d'obstacle, en tout cas il n'y a pas d'absence de conformité à la Constitution, au droit européen, que c'est bien un dispositif qui s'applique à l'ensemble des acteurs, y compris extra-européens, et que l'argument de l'attractivité économique on peut trouver des réponses assez simples à cet argument. Là, encore une fois, il ne s'agit pas de pénaliser un secteur ou de favoriser un autre, mais simplement de faire un rappel de la règle européenne et de permettre l'émergence de ce marché de licence que nous appelons, en tout cas de nos voeux, au SNEP et auquel nous travaillons. Donc, évidemment, je crois que l'Assemblée nationale va avoir un rôle peut-être difficile d'ailleurs dans la navette de cette proposition de loi. Si par hasard le Sénat adoptait cette proposition de loi dans une version fidèle à son esprit initial, je crois que l'Assemblée aurait un rôle important pour permettre son adoption définitive avant l'été, si possible. Merci, madame. Prochaine prise de parole, je vous en prie, monsieur Guyez. Oui, vous avez interrogé sur les impacts qu'avait déjà l'IA dans notre secteur. Il y en a qui sont extrêmement parlants. Dans les pays nordiques, où l'IA est arrivée un peu plus vite qu'ici, ils ont connu l'an dernier une baisse de près de 25% de leurs recettes d'utilisation de la musique dans les lieux publics. C'est considérable. En Allemagne, les radios la nuit ne diffusent plus que de la musique générée par IA. Pas dans la journée. Dans la journée, ils cherchent à attirer un public avec des créations humaines. Mais la nuit, c'est une manière de meubler effectivement leur programme avec des contenus qui ne coûtent rien. Et nous, au niveau local français, on commence à voir un ensemble, notamment des salons de coiffure, qui ne veulent plus payer ni la SACEM, ni l'ASPRI qui collecte la rémunération équitable pour les producteurs et les artistes-interprètes. Donc le phénomène est vraiment tangible. Il ne peut que se développer. Et pour nous, ça exige effectivement qu'une régulation de l'IA existe. Il ne s'agit pas de s'opposer bêtement à l'IA. L'IA, elle peut être très utile. Nos artistes utilisent l'IA depuis des années, en fait, pour leur propre création. Ils continueront à le faire. Il y aura une partie humaine dans ces créations. Ça ne pose pas de problème. Mais par contre, effectivement, l'IA générative, on a un exemple typique. Il se trouve que nous, donc, on est une société qui identifions internationalement les phonogrammes. Il y a des identifiants internationaux. On a des nouveaux membres qui arrivent et qui nous disent « Je vais immatriculer 100 000 titres dans le mois qui vient ». Parce qu'effectivement, vous appuyez sur un bouton, vous pouvez générer 10 000 titres, 15 000, 20 000, 30 000. Ça ne coûte rien, ou quasiment rien. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui mettent des années à produire un album. Donc c'est vraiment une concurrence extrêmement forte et sur lequel, bien évidemment, le fait de pouvoir faire des économies pour certains utilisateurs va l'emporter s'il n'y a pas de régulation. Voilà. Merci, monsieur. Oui, je vous en prie, monsieur. Merci, monsieur le président, madame la rapporteure. Je représente ici un organisme qui assure la gestion des droits voisins de producteurs phonographiques de différentes tailles, des entreprises très structurées, des plus petites entreprises, des très petites entreprises, mais qui ont tous pour dénominateur commun d'être indépendants. Donc voilà pour me présenter. S'agissant d'IA et notamment d'IA générative, on convoque souvent Schumpeter, la destruction créatrice. Je le ferai aussi à mon tour pour rappeler que nous sommes dans une filière qui, en termes de destruction créatrice, est plutôt familière.
Nous avons connu plusieurs épisodes dont nous sommes toujours extraits. Le dernier sans doute étant la crise du disque, mais pour rappeler aussi que c'est toujours avec une régulation forte et un cadre clair que nous sommes parvenus à nous en extraire. La crise du disque a certes été dépassée grâce à l'événement du streaming qui aujourd'hui s'est très fortement développé, mais sans peut-être la réponse graduée, ce type de réponse, les conditions n'auraient pas été les mêmes. Donc effectivement, ça a été rappelé. L'IA générative pour notre secteur, c'est d'abord une menace existentielle qui a la particularité d'intervenir à 2 niveaux, en amont au moment de l'entraînement des modèles dans ce que certains qualifient d'un pillage organisé à grande échelle, sans autorisation, et en aval, avec aussi une mise en concurrence de contenus synthétiques avec les contenus humains, de dilution éventuelle des revenus et des parts de marché. Et donc c'est ce que, pour citer l'exposé des motifs de la proposition de loi sénatoriale qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est une déstabilisation du secteur de la culture qui est inédite par sa nature et sa portée, et je crois qu'on souscrit tous ici à ces mots. Au-delà, c'est une révolution qui déstabilise aussi tout un écosystème dont la diversité et la vitalité font la richesse, en mettant à la fois en péril l'acte créatif, artistique en lui-même, mais aussi toutes les compétences techniques qui se réunissent autour, et c'est important de le rappeler. Et en même temps, il faut le reconnaître, l'IA porte en tout cas un potentiel de création de valeur absolument colossal. D'abord parce qu'il y a une demande évidente du public pour ces nouveaux moyens techniques, que c'est aussi quelque chose qui s'impose comme un outil de création ou un auxiliaire de création, et ce serait se voiler la face que de ne pas le reconnaître. Et enfin, ça constitue aussi, on peut l'imaginer, une nouvelle forme d'exploitation des enregistrements, elle aussi créatrice de valeur. Donc la question, comme ça a déjà été dit, c'est pas de savoir si on est pour ou contre, mais c'est plutôt de savoir comment construire un modèle vertueux pour assurer le respect des principes de la propriété intellectuelle et le juste partage de la valeur. Il ne s'agit pas, comme on l'a souvent dit, d'opposer la création et l'innovation, mais de permettre précisément aux deux de prospérer ensemble dans un cadre sécurisant et transparent. Et à ce titre, on se réjouit des orientations fortes posées par le rapport récemment adopté au Parlement européen, porté par Axel Voss, qui rappelle des principes absolument essentiels pour nous tous, autorisation préalable à l'utilisation des œuvres, juste rémunération et transparence. Un mot pour souligner qu'en tant qu'organisme de gestion collective des producteurs phonographiques, nous n'avons pas de mandat de nos membres pour assurer la gestion de ces droits dans le cadre des modèles d'entraînement, en tout cas pas à ce jour. C'est la raison aussi pour laquelle nous n'avons pas exprimé d'opt-out, comme ça a été le cas d'autres organismes de gestion collective. Et j'en profite pour rappeler que nous sommes réellement attachés à la faculté des producteurs à exercer leurs droits exclusifs, qui est pour nous le seul de nature à préserver la valeur attachée aux œuvres et aux enregistrements. On entend parler de ci, de là, de modèles de compensation ou de licence légale. Certains acteurs de l'IA l'ont récemment avancé. C'est certes sécurisant pour les fournisseurs de modèles et les développeurs de modèles d'IA, mais nous considérons que pour les ayants droit, ça les prive de leur droit d'autoriser ou d'interdire et de négocier de gré à gré, et par expérience, ça tend aussi à tirer la valeur vers le bas. Une dernière question que je souhaite porter au débat, et j'arrêterai là, c'est celle de la capacité de l'ensemble des producteurs, et en particulier des indépendants, à tirer profit d'un modèle de création de valeur dans l'hypothèse où celui-ci verrait le jour. C'est-à-dire que si on considère que pour entraîner un modèle de façon performante, il suffit de s'adresser à 3 acteurs qui représentent 70% du marché mondial, on conçoit bien la simplicité pour ces développeurs-là de tisser 3 accords commerciaux, aussi compliqués soient-ils d'ailleurs à mettre en place, et de se passer entre guillemets du reste. Et ça, on estime que ça pose aussi les bases d'un marché potentiellement à 2 vitesses où les indépendants regarderaient passer le train sans pouvoir monter dedans, d'une certaine façon. À l'inverse, si on fait l'hypothèse que c'est la diversité, la profondeur du catalogue sur lequel on entraîne les modèles qui, dans un monde qui s'annonce très compétitif et très concurrentiel, fera la valeur de ces différents modèles, on estime que là aussi, il faudra absolument créer les conditions d'un marché de licence clair, sécurisant, mais qui soit accessible à l'ensemble des acteurs. Je vous remercie. Merci, monsieur. Alors, je vous en prie, monsieur Côté. Oui, merci. Je représente l'UPFI, donc un syndicat dédié intégralement à des producteurs indépendants de toute taille, TPE, PME, ETI. Ça va être compliqué de ne pas paraphraser quelque part ce qu'ont dit mes collègues, avec lesquels, sur quoi je souscris tout à fait. Moi, j'aimerais, dans un premier temps, rebondir sur des éléments de réflexion qui nous avaient été adressés en amont de cette audition.
et qui me paraissait intéressant, notamment dans l'interrogation de quel positionnement on peut avoir. Est-ce que c'est un positionnement techno-pessimiste ou au contraire plus ouvert à l'évolution? J'ai envie de dire, les entreprises que nous représentons, ce sont des acteurs qui sont tout sauf conservateurs, encore moins technophobes. Ils savent combien l'innovation, ça a été dit, a souvent servi l'industrie musicale, à la fois dans les outils d'assistance à la création ou à l'interprétation, mais jusqu'aux applications dont s'emparent les entreprises pour la gestion des catalogues, la gestion des royautés, le marketing digital, le traitement des données de consommation, etc. La data aujourd'hui occupe une place absolument cruciale dans le déploiement de leur stratégie. Aucune technologie en soi n'est mortifère pour la création, dès lors qu'elle sait s'insérer dans un environnement économique et juridique, celui qui est le nôtre. Et de manière constante, je crois qu'on peut démontrer que le droit d'auteur a toujours trouvé à s'appliquer chaque fois qu'une révolution technologique est survenue. Et de notre point de vue, rien ne s'oppose à ce que l'IA suive cette logique, il suffit juste de s'en donner les moyens. En matière d'entraînement, les contenus protégés sont littéralement la matière première des fournisseurs d'IA, il faut quand même le rappeler, et je pense qu'il ne viendrait à l'idée de personne, dans toute autre industrie que les industries créatives, de réclamer que la matière première soit livrée gratuitement ou libre d'appropriation. C'est au contraire, à l'évidence, le premier poste d'investissement. Ça a déjà été dit, mais je vais le dire à mon tour. Je tiens à préciser en premier lieu que nous nous réjouissons que la puissance publique se soit emparée de ce sujet dans un sens favorable au respect des droits des créateurs. Donc que ce soit à travers le rapport adopté à une très large majorité au Parlement européen, la proposition de loi sénatoriale sur laquelle, évidemment, nous attendons que de l'ensemble du Parlement qu'il soit en soutien, et plus généralement les travaux du CSPLA qui contribuent en tout cas à préciser le cadre juridique de l'IA. Nous remercions le législateur de travailler à cet équilibre entre le développement de l'IA générative et le respect des droits des créateurs. Et c'était d'ailleurs, il faut quand même le rappeler, le sens des demandes initiales des organisations d'ayants droit dès les premières discussions autour du règlement européen sur l'IA. C'est-à-dire comment favoriser le déploiement d'un marché éthique de l'IA, donc fondé sur le respect des législations existantes, notamment celles sur le droit d'auteur. Alors toutefois, ça n'éteint pas complètement les préoccupations des professionnels, et ça a été en partie abordé. J'aimerais compléter, mais pour les artistes et les labels indépendants, l'IA générative constitue un challenge supplémentaire dans un environnement digital au sein duquel il est déjà souvent difficile d'exister, de développer une audience, sans même parler de générer un revenu significatif. Les chiffres de Deezer, qu'on n'a pas encore cités, mais sur lesquels j'aimerais bien revenir, ça a été évoqué il y a 2 jours lors de l'audition des DSP. Nous estimons qu'il faut saluer cette démarche de transparence et ces engagements. Je pense aussi à la charte publiée récemment par Cobuzz, qui sont des initiatives dont nous espérons qu'elles feront école chez l'ensemble des acteurs. Donc les chiffres de Deezer montrent que l'IA générative est quand même avant tout aujourd'hui un véhicule pour la fraude. Ça, il faut quand même le rappeler. 85% des streams sur ces contenus sont générés par des machines. Ça, c'est un phénomène que la filière ce qu'on appelle les écoutes frauduleuses, la filière avait déjà identifié ce phénomène, qui avait d'ailleurs été documenté par le Centre national de la musique, mais on sent qu'il prend, grâce à l'IA générative, un nouvel essor. Je crois pouvoir dire qu'il y a consensus dans la filière pour considérer objectivement ces écoutes comme illégitimes et par conséquent réclamer qu'elles soient écartées des mécanismes de recommandation et évidemment du système de monétisation. Mais ça ne résoudrait que partiellement ce double effet de dilution de la valeur de la musique qu'on constate aujourd'hui. Le premier effet, il est statistique. Les plateformes de streaming évoquent des volumes très importants de titres qui leur sont livrés quotidiennement, grosso modo entre 120 et 160 000. Et les contenus générés par IA alimentent de fait cet embouteillage, entre guillemets, contribuant à saturer l'espace de diffusion de la musique et risquant à terme d'évincer les œuvres d'artistes, notamment au sein des écoutes passives, qui constituent un levier important de reach auprès des auditeurs et de l'ensemble des outils de recommandation. Le second effet, il est évidemment de nature financière, puisque ces contenus parasitent un pool de royauté qui est commun à tous les créateurs.
même si il nous est précisé, notamment par Deezer, que ces contenus synthétiques aujourd'hui ne génèrent à date qu'un faible volume de stream, encore qu'il existe des titres qui ont valeur d'exception. Je crois qu'on a tous entendu parler récemment du titre Papa Outé de Stromae, qui a été remixé, réorchestré grâce à l'IA, et qui a généré, si j'ai bien vu hier soir, déjà 100 millions d'écoutes rien que sur Spotify. Donc cette dilution cumulée au pillage initial des productions en vue d'entraîner les modèles d'IA, tout ceci, ça génère un ressentiment chez les nombreux producteurs qui est quand même compréhensible. On peut aller au-delà et parler carrément d'un phénomène de substitution. Je vais l'illustrer par un exemple qui nous avait été fourni par un de nos membres il y a déjà plus de 2 ans. Donc, au moment où on commençait à parler de l'IA générative, ce producteur, c'est le producteur de Manu Chao, qu'on ne présente plus, et notamment de l'album comportant le titre qu'on ne présente plus également, qui s'appelle Me Gustas Tu, titre à succès, que des amateurs avaient utilisé à travers les premières applications d'IA générative sonore pour créer, évidemment sans autorisation, des versions remaniées, réorchestré, arrangé, accéléré ou ralenti, etc. Bref, c'était sans fin. En l'espace de quelques jours, on a vu une 50aine d'avatars de ce titre proliférer sur les différentes plateformes de streaming. Et les personnes qui les avaient générés avaient subtilement modifié le nom de l'artiste. Alors c'était plus Manu Chao, c'était Mano Chao par exemple. Donc évidemment, quand on est un utilisateur, on n'est pas forcément très alerte là-dessus. On n'a pas forcément vu la petite distinction, et puis on va écouter le titre sans faire attention. De fait, de nombreux utilisateurs avaient écouté par mégarde. On peut imaginer par mégarde non pas le titre initial de Manu Chao, mais tel ou tel avatar qui, en vertu d'un effet d'entraînement, s'était retrouvé parfois sur des playlists, donc avec un effet d'emballement derrière qui avait amené un certain nombre de redevances versées dans ce cadre, échappées à l'artiste, échappées à son label. Donc le préjudice était avéré et l'effet substitution réel. Autre point à noter, parce que c'était également évoqué dans les éléments de réflexion qui nous avaient été transmis, la prolifération de contenus artificiels vient percuter la logique des politiques publiques en faveur de la création. En France, en tout cas, particulièrement l'arsenal de dispositifs de soutien qui ont vocation à promouvoir la diversité musicale, le renouvellement des talents, l'investissement productif ou encore la montée en compétences dans les métiers artistiques et techniques, des visées qu'on pourrait estimer incompatibles avec l'IA générative. L'environnement que collectivement nous dessinons doit faire preuve de cohérence quant à l'articulation entre ces politiques publiques et ce qui est issu d'un univers sur lequel régnerait l'IA. Les producteurs indépendants, mais je me dis qu'on est tous, on partage tous ce dessin, les producteurs défendent un modèle de l'offre, une offre qui est portée par la créativité humaine et dont l'ADN est la diversité musicale. À l'inverse, l'IA générative formule un avenir où la musique est une matière qui serait accessible à tous, que chacun pourrait s'approprier, remanier, mixer, etc., avec paradoxalement un fort risque d'uniformisation qui a été pas mal documenté déjà. Quel futur veut-on pour la musique ? J'ai envie de dire, c'est une question presque philosophique qui nous est soumise. Il n'en reste pas moins que, à court terme, par respect pour la filière musicale et pour les utilisateurs, nous attendons un travail de transparence. Alors, en amont, évidemment, on l'a dit, c'est la transparence complète des mécaniques d'entraînement des modèles d'IA et des catalogues moissonnés, conformément aux préconisations du rapport Voss. Et en aval, c'est la transparence quant à la nature synthétique des outputs qui sont communiqués au public, notamment sur les plateformes de streaming, avec à minima l'étiquetage des contenus synthétiques. Alors cet étiquetage, nous pensons qu'il devrait être assumé par les fournisseurs d'IA, car côté producteur ou distributeur, ça relèverait du déclaratif et donc ce serait potentiellement peu fiable. Idéalement, en réalité, il faudrait imposer que tout contenu synthétique bénéficie d'un marquage de type watermarking afin d'en assurer la traçabilité. Par exemple, aujourd'hui, si vous repostez un contenu TikTok sur Instagram, vous avez la mention TikTok dessus. Donc vous pouvez retracer l'origine de ce contenu. Plusieurs acteurs développent aujourd'hui des outils très sophistiqués. Alors, je ne vais pas forcément les citer, mais vous les connaissez sûrement, y compris parfois les plateformes de streaming elles-mêmes, des outils qui sont capables de détecter des contenus synthétiques et même d'analyser avec une granularité assez forte, assez impressionnante, la présence de l'IA dans un morceau artificiel. Est-ce qu'elle est sur l'ensemble du morceau ou est-ce qu'elle va être sur des éléments comme le mixage ou une voix ou tel instrument, etc. Et donc on peut raisonnablement penser que ces outils pourront être mis au service de cette traçabilité qui est pour nous aujourd'hui une priorité.
Merci. Merci, monsieur. Autre intervention? Alors, oui, on va descendre, si vous voulez. Allez-y, monsieur Linck. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Merci de me laisser la parole, Monsieur le Président, Madame la rapporteuse. Alors, je suis ici en tant que... Ou l'inverse, pardon. Non. Le rapporteur, pardon. Je suis ici au nom de la FELIN, donc qui est une fédération de labels indépendants, qui sont souvent, et de distributeurs indépendants, qui sont souvent des labels qui produisent beaucoup encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est sur des modèles de labels TPE qui font de la production d'artistes locaux, de la production de nos artistes français sur tout le territoire, et souvent qui s'intéressent à des esthétiques qui sont, qu'on dit de niche. Souvent, ce sont des artistes qui ne trouvent pas... qui sont en démarrage, qui sont en développement, qui font partie des futurs succès de demain, mais si nos labels n'interviennent pas, eh bien, ces artistes-là sont en général livrés à eux-mêmes et ne trouvent pas de producteurs, doivent se débrouiller tout seuls, faire de l'autoproduction et souvent n'ont pas les clés pour pouvoir entrer sur le marché et trouver les stades de développement derrière. Je ne vais pas répéter ce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Je vous apporte ici l'inquiétude de nos labels par rapport au fonctionnement de l'IA générative. Nous constatons également, comme tout le monde, que l'IA générative vient moissonner nos contenus sans autorisation, c'est-à-dire que les ayants droit, que sont les auteurs, compositeurs, interprètes et producteurs de la musique aujourd'hui n'ont aucun contrôle sur le fonctionnement de l'IA générative qui vient chercher dans nos contenus des bouts de notre musique, c'est-à-dire que il s'agit de, on peut considérer que l'IA générative est un genre de dispositif de micro-sampling hyper développé, c'est-à-dire qu'au même titre qu'un DJ va sampler des morceaux, l'IA générative va prendre ce qu'on appelle des tokens de nos musiques, des tokens de nos masters qu'ils vont aller chercher sur l'ensemble du catalogue disponible sur l'Internet mondial et va recréer sur cette base-là des morceaux dans l'esprit qu'on aura demandé, que l'utilisateur aura demandé via un prompt ou plusieurs prompts, etc. Vous connaissez le dispositif. Nous, ce que l'on constate, c'est que nous avons besoin d'une régulation déjà sur cette partie générative, c'est-à-dire que ces plateformes, ces prestataires de services de création de musique micro-samplée d'IA générative, nous ont pas demandé notre avis. L'inquiétude que je porte est aussi celle du fait que maintenant que le système, maintenant que l'apprentissage a été fait, eh bien, que se passe-t-il? C'est-à-dire que la machine sait faire toute seule. Donc il faut traiter d'une part le passé, il faut traiter le présent, il faut traiter le futur. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, ce que les ingénieurs nous disent, puisque la FELIN a un groupe de travail sur l'IA générative, ce que les ingénieurs nous disent, c'est que les machines n'ont plus besoin que de 5000 masters pour pouvoir recréer un titre donné, puisqu'elle a déjà appris, que la machine a déjà appris et qu'elle sait faire. Donc il faut traiter le passé, il faut traiter le présent, il faut traiter le futur. Nous, ce que nous défendons pour nos labels, alors attention, nous ne sommes pas opposés à l'évolution technologique, bien au contraire. Les labels indépendants sont souvent les premiers à se lancer sur les nouveaux modèles. C'est ce qu'on a fait sur le streaming, c'est ce qu'on a fait sur le digital. Souvent, c'est par nécessité pour pouvoir exister et essayer d'être les premiers à développer des nouveaux revenus pour nos structures, pour nos artistes. En revanche, sur ce point de l'IA générative, ce que nous attendons, c'est un opt-out de fait sur les masters, c'est-à-dire sans accord, l'IA générative ne peut pas se servir de nos masters.
Et pour ce qui est du public, nous attendons à ce que les titres qui comportent de l'IA soient clairement labellisés à destination du public, notamment les titres qui sont 100% IA, ça va de soi. Et nous constatons que nos artistes vont se servir de l'IA pour s'inspirer, prendre... Il n'est pas exclu que certains de nos masters comportent de l'IA aujourd'hui. Il nous semble important que cela soit également notifié pour que le public puisse prendre conscience du fait que de l'IA ait été utilisée dans les masters. Et pour pouvoir avoir une labellisation claire, nous défendons un système de label copie unique dans lequel nous pourrions inscrire l'ensemble des métadonnées qui sont liées à la création d'un titre, à la création d'une musique. Il faut savoir que la donnée aujourd'hui, c'est la plus grosse valeur que nous puissions avoir en termes de digital, puisque la métadonnée, c'est ce que vont chercher les machines, c'est ce que vont utiliser les algorithmes, c'est ce que vont utiliser les plateformes. Nous avons un projet qui serait de pouvoir de manière unique préciser pour chaque musique produite par un être humain la présence des auteurs-compositeurs du morceau, les interprètes, le studio dans lequel ça a été fait, l'ingénieur du son, et le label qui aura produit, et la présence ou non de musique assistée par intelligence artificielle à l'intérieur des titres. Merci, monsieur. Intervenant suivant, je vous en prie, monsieur. Bonjour, je suis ici avec Agnès Defoe pour la CSDEM, qui est la chambre syndicale de l'édition musicale. Pour un petit rappel, l'édition musicale, les éditeurs de musique sont les cessionnaires des droits des auteurs, donc des paroliers, parolières, compositeurs, compositrices. Et ils ont la mission première d'exploiter de manière permanente et suivie les œuvres. Qu'ils le fassent directement ou qu'ils le fassent indirectement. Directement, en particulier lorsqu'on parle de l'utilisation des paroles, et c'est un sujet qui intéresse beaucoup l'intelligence artificielle, puisque certains sont capables de générer des paroles par imitation de certains auteurs, ce qu'ils ne devraient pas pouvoir faire. C'est un sujet au niveau des paroles qu'on exploite directement, mais on peut exploiter indirectement. Quand je dis ça, c'est-à-dire que on va mettre une puissance commerciale pour proposer les œuvres en question pour qu'elles soient exploitées sur des films publicitaires, par exemple, des films de cinéma, etc. Voilà en très résumé. L'éditeur de musique, il est très en amont dans la chaîne, puisque aujourd'hui c'est l'un des premiers à investir sur des projets de composition, d'écriture, d'auteurs, très en amont, alors même qu'ils n'ont pas de reconnaissance, qu'ils ne sont pas connus, qu'ils commencent tout juste leur carrière. C'est un investissement qui se fait à minima, j'allais dire à moyen terme, pour pas dire à long terme. Les éditeurs investissent et c'est l'une des premières sources d'investissement, justement pour permettre cette création-là et cette reconnaissance future qu'on espère. Ça, c'était pour résumer très brièvement. D'une manière assez technique, dans la gestion de nos droits, les auteurs et les éditeurs font le plus souvent apport de certains en gestion de certains de leurs droits à un organisme de gestion collective qui est la SACEM pour celle qui nous concerne ici. Ça veut dire qu'il y a, et c'est un peu la spécificité ou la particularité qu'on appelle souvent une relation triangulaire entre l'auteur, la SACEM et l'éditeur. Certains droits sont gérés par la SACEM, c'est-à-dire que c'est elle qui va attribuer, négocier avec les exploitants de musique les autorisations et les rémunérations équivalentes. Et pour certains autres droits, et notamment je parlais des paroles, mais pas que, c'est l'éditeur musical en direct qui va s'occuper d'autoriser et donc de gérer la rémunération équivalente.
Voilà pour le schéma de notre secteur. Pour le dire ici, et évidemment je répète, donc je vais faire très court, nous, ce qui, évidemment, on ne veut pas, et je le précise, succomber à ce narratif techno-pessimiste, puisqu'on ne l'est pas, au contraire, puisque évidemment les auteurs avec qui on travaille utilisent de l'intelligence artificielle pour certains s'inspirer, pour imaginer autre chose, pour le refaire à sa façon. Enfin, je laisserai Laurent Juillet en parler de la création, mais en réalité, on s'aperçoit que au-delà de la logique statistique qu'on connaît de l'IA, puisque c'est une logique statistique, hein, l'intelligence artificielle, eh bien, l'esprit humain a ce twist qui fait qu'en partant du même point, le résultat n'est jamais le même. Là où pour le coup, et là on est vigilant, nous, c'est sur cet aspect de la diversité, qui est un point essentiel du sujet. Il est une forme d'évidence, alors je le dis en résumé, mais les travaux qui ont été soulevés, le rapport Voss, différentes études, montrent évidemment très clairement que la logique, encore une fois, statistique de l'IA fait qu'on arrive à un résultat statistique qui est peut-être joli au premier abord ou bluffant, mais la réalité, c'est une logique de synthèse. Et je passe le principe où les données elles-mêmes synthétiques, les objets sonores synthétiques générés, viennent eux-mêmes alimenter l'IA aussi, avec le risque d'arriver à cette forme de dégénérescence qu'on a pu aussi lire dans des rapports. Donc cette notion-là de la diversité, pour nous, est un vrai sujet. Je ne sais pas si c'est exactement ce sujet, mais dans le questionnaire que vous nous avez transmis, il y a aussi des éléments évoqués, comme l'idée peut-être de classer les œuvres selon des logiques qui seraient peut-être liées plutôt à la méritocratie, de dire que bon, bah, peut-être que cette œuvre-là est pas tellement subtile et pourrait être du seul domaine de l'IA et ça poserait pas de problème. Alors je me permets de rappeler peut-être une notion centrale de la propriété littéraire artistique. Il est très dangereux, à notre sens, de donner entre les mains de je ne sais pas qui, quel système ou autorité, de définir ce qu'est une œuvre ou non, au-delà du juge, pour le coup. Parce qu'on ne s'intéresse ni à ce mérite, ni à la destination de l'œuvre, je pense que même si ça peut paraître alléchant ou intellectuellement intéressant, la pratique me semble particulièrement dangereuse. Par ailleurs, et j'aurais peut-être dû le dire en premier, l'effet de substitution est évidemment le problème central, avec le risque, donc je ne vais pas paraphraser, donc je vais me limiter à le dire autrement, le risque de la création d'un double marché. D'un marché qui serait soumis aux droits d'auteur et aux droits voisins, un marché qui serait soumis aux droits, je ne sais pas, des biens, donc que j'appelle objets sonores pour simplifier les données synthétiques. Évidemment, et vous l'imaginez, ce qui a été dit avant, on sait que certains supermarchés utilisent déjà de la musique qui est générée à la volée. Évidemment que c'est un manque à gagner, alors peut-être pas aujourd'hui avec des chiffres mirobolants, mais le risque, comme on parle de substitution, l'effet est évidemment fort et en tout cas il est certain. Donc voilà, éviter d'avoir deux marchés qui serait évidemment à notre sens une erreur fatale, existentielle, pour rappeler un mot qui a été dit. Et donc évidemment, nous, on a ce besoin vital de la transparence totale. Et derrière tout ce qui en découle avec ce que je viens de dire, qui est une forme de résumé, on a besoin de cette transparence. Et évidemment, ce projet de loi devant le Sénat est essentiel dans la mesure où mettre en place des moyens aujourd'hui pour nous d'aller prouver l'utilisation qu'on n'imagine pas, les systèmes d'IA d'ailleurs ne pouvant feindre qu'ils faisaient quelque chose de problématique en ingérant tout ce qui existait avant, eh bien renverser en tout cas avoir cette présomption d'utilisation est pour nous le point essentiel de cette première étape vers la transparence totale. Merci. Merci, monsieur. Intervenant suivant. Je vous en prie. Merci, monsieur le président. Alors, là, moi, je vais parler en tant que compositeur. Je ne vais pas revenir sur l'exploitation des hommes. Mes camarades le font extrêmement bien. On est très en accord avec tout ce qui a été dit sur nos catalogues. Je vais vous parler plutôt de l'acte de création et d'en amont. Parce que toute la discussion qui a lieu jusqu'à maintenant n'est possible que sur des œuvres existantes. Or, les auteurs sont là bien avant les œuvres existantes.
Et l'acte de création lui-même est pour nous un gros questionnement. Alors la substitution, le mot substitution a été beaucoup dit. Nous, c'est notre plus grande crainte. C'est pas au-delà de l'exploitation de nos œuvres et nos catalogues existants, c'est notre savoir-faire. Parce que la première chose que, j'allais dire pompe, mais prend l'IA, absorbe, pille, c'est notre savoir-faire. Et la plus grosse crainte des artistes-auteurs, quels que soient les répertoires, et ça j'insiste aussi parce que là on parle beaucoup de phonogrammes, de musique du commerce, de musique connue par le public, mais la diversité musicale va bien au-delà de ces répertoires-là. La musique est partout, à tous les endroits, on l'écoute, on l'entend, mais elle est là, elle nous accompagne. Et derrière chaque œuvre musicale, il y a un auteur. On parlait de musique de supermarché. Il y a des auteurs-compositeurs et des autrices-compositrices qui sont derrière ces œuvres, qui ont cette sensibilité-là, qui ont cette culture-là de fabriquer ces œuvres-là, de concevoir, d'imaginer ces œuvres-là. Et ça, il n'y a pas de protection en amont de l'œuvre existante. Parce qu'à partir du moment où l'œuvre existe, l'objet existe, on peut l'identifier, on peut le suivre, on peut demander la transparence, on peut demander des licences. La licence, un gros questionnement pour nous, puisqu'une fois qu'on nous a absorbé notre savoir-faire, comment on sort d'une licence? Comment on sort de ça? Vous avez pris l'essentiel. Vous avez pris ce qui fait de nous des auteurs-compositeurs. La loi dit que l'œuvre doit refléter la personnalité de son auteur. Si c'est ça que vous nous prenez tout, en fait. Donc les questionnements chez nous, dans les répertoires, sont là, et sur la diversité. Et je vais vous parler de l'acte de création en lui-même. Qu'est-ce que c'est que de créer une œuvre? J'entends dire à droite, à gauche, mais le prompt détaillé, etc., c'est un acte créatif. Pour certains, c'est une assistance avéré, ça peut amener une inspiration à partir du moment où c'est le point de départ et que l'auteur reprend la main. Et j'insiste sur ce terme de reprendre la main, parce que dans la création, il y a une notion essentielle qui est l'inspiration. Et l'inspiration, elle est totalement inconsciente chez un auteur. Elle est le fruit d'un parcours, de choix. Pourquoi j'aime ça? Pourquoi j'ai ça? J'ai écouté, je vais dire pour ma part, de Beethoven à Bach en passant par Toto, j'ai tout écouté, et tout ce que je vais produire dans ma vie d'artiste-auteur va être imprégné de ça, que je le veuille ou non, parce que je n'ai pas choisi ces influences au hasard. Quand je soumets un prompt à une IA, je n'ai pas les influences, je ne sais pas. En fait, ils ont déjà pillé toute la pop, donc ce qui va me ressortir, c'est pas un choix, même inconscient de ma part en tant qu'auteur. Donc j'ai pas la main, donc ça ne peut pas refléter ma personnalité d'auteur. C'est impossible, puisque le choix de l'inspiration, il ne vient pas de moi, il vient de l'entraînement de la machine. Donc déjà, selon le type d'entraînement, selon telle machine, etc., ça pose beaucoup de questions. L'auteur est dépossédé. Et au-delà de ça, l'acte de création, c'est un empilement de briques. Jamais on arrive en disant ah, c'est ça, ça c'est 1%. Et derrière, c'est 99% de « Ah, je fais ça, non, je vais refaire ça. Ah, bah non, je vais faire ça. Ah, c'est tel interprète qui va jouer ça. Donc, du coup, je vais revoir mon arrangement, etc. Parce que ça va ramener une autre couleur, et quelque chose comme ça. » Et tout ça au milieu d'injonctions contradictoires pour les auteurs-compositeurs. Parce que les auteurs-compositeurs, on leur demande d'être classés dans des secteurs. On est identifié, ah, ta musique, ça ressemble à un tel, ça ressemble à un tel. Ou alors, pour un film, ah bah, ça va être un film musique romantique ou une musique comme ci, etc. Donc, on va nous demander d'être dans quelque chose de compréhensible par l'ensemble de la population, donc basé sur les émotions basiques humaines, qui sont au nombre de 6 ou 7. On va devoir toujours œuvrer là-dedans, savoir exprimer ça, et que ça soit donc compris par le plus grand nombre, les gens doivent s'approprier la musique qu'on crée. Mais tout en amenant notre personnalité. Et on est toujours dans cet équilibre entre j'ai cette influence, je dois aller dans cette direction, mais je veux quand même y mettre quelque chose qui est de moi, etc. Et donc c'est ça l'acte de création. À partir du moment où on fait un prompt, on déplace le C et on devient dans l'acte de réaction. Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on nous donne quelque chose, voilà. On est plus presque dans la science de l'arrangement, entre guillemets. C'est-à-dire que pour un auteur-compositeur, au sens premier du terme, on est plus là-dedans, on réagit à quelque chose. Par exemple, un compositeur qui va souvent être un arrangeur, un morceau de musique, qui va dire je veux quelque chose dans le genre, etc. Et par sa culture, l'arrangeur, qui est également un auteur, va savoir canaliser et arranger l'œuvre de musique. Donc ça, c'est vraiment l'acte de création. Mais à un moment donné, l'arrangeur est en réaction à une œuvre qu'on lui a soumise. Et bien l'IA, pour nous, c'est exactement la même chose. Donc le grand problème pour nous, c'est la substitution. Dans notre contribution avec beaucoup d'humour, je dis ce qu'on devrait faire, c'est désentraîner les IA, puis demander aux auteurs-compositeurs de créer des catalogues d'entraînement. Comme ça ferait du boulot pour les auteurs-compositeurs. Voilà, mais la réalité est là, c'est que comment nous, on va subvenir à nos besoins. On veut de la diversité, mais la diversité coûte de l'argent.
Parce qu'au moment où l'auteur se pose la question de où il veut aller, comment il veut s'exprimer, etc., il a peu, voire pas de moyens. Donc les moyens qu'il peut avoir, c'est son catalogue existant, exploité par ses partenaires. Donc si les partenaires souffrent, l'auteur va in fine souffrir, mais je tiens quand même à rappeler que sans œuvre, il n'y a pas de partenaire. Parce que sans œuvre, il n'y a rien. Donc je pense qu'on est un peu la partie faible, parce que la partie substitution va directement nous impacter, nous, parce que le phonogramme peut exister avec du contenu synthétique. L'œuvre, elle n'existe pas sans l'auteur, au sens où nous on l'entend. Donc on n'est pas contre l'IA, parce que ça a été beaucoup dit, je vais le redire, mais on est des adeptes, on est des geeks dans nos studios, on utilise la technologie à fond. Donc le sujet n'est pas la technologie, n'est pas l'assistance à la composition, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est les diffuseurs audiovisuels qui vont d'un seul coup dire, ou les magasins qui vont dire, c'est facile, ça ressemble, je fais de la musique, je la fais. Voilà. Mais derrière, c'est des populations entières d'auteurs-compositeurs et d'autrices-compositrices qui vont payer le prix fort, c'est-à-dire que pour eux, plus d'activité professionnelle. Sur une partie déjà extrêmement faible et très précarisée. Je vous rappelle les discussions PLFSS et Sécurité sociale il n'y a pas très longtemps. La précarité chez les auteurs, c'est un fait avéré. Donc c'est quelque chose qui nous effraie. Et pour finir, vraiment sur la diversité, j'insiste, la musique, c'est pas que le répertoire mainstream, c'est pas que Deezer, c'est pas que Spotify. Le marché de la musique est beaucoup plus large que ça. Les répertoires en joueuse sont beaucoup plus larges que ça. Il y a le jeune public, la musique improvisée, la musique de scène, la musique pour l'audiovisuel. Il y a énormément de secteurs où les auteurs, compositeurs et autrices-compositrices œuvrent pour créer une diversité qui ressemble à chacun d'entre eux. Et sur l'outil créatif, je termine juste là-dessus parce que c'est intéressant. Tous nos studios sont différents. Nos outils, l'agglomération de moyens et d'outils créatifs qu'on a utilisés, c'est créé au fil de nos années d'apprentissage et nos années d'expérimentation. Et in fine, quand on commence à avoir du succès, en fait, ça ressemble à notre personnalité. Nos outils créatifs sont une extrapolation de notre personnalité. L'IA, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Voilà. Merci. Une dernière intervention. Oui, bonjour à tous et toutes. Je suis Mathieu Dacieux, je suis directeur d'un label indépendant et je siège au bureau du syndicat des musiques actuelles, qui est un syndicat de filière qui représente de nombreux acteurs indépendants. Pour éviter aussi de paraphraser tout ce qui a pu être dit avant moi et aller à l'essentiel, je tenais justement à ce qu'on focus un petit peu sur cette notion d'indépendant. Ce sont des producteurs et productrices qui sont aux quatre coins du territoire national et qui produisent toute l'année de nombreux phonogrammes et qui sont en grande partie les garants justement de la diversité qu'on a beaucoup évoqué depuis le début de ce tour de table. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un jeu concurrentiel qui est assez biaisé et où le modèle de rémunération autour du streaming et autour de l'exploitation digitale des œuvres aujourd'hui est un modèle qui est largement imparfait, qui est quelque chose qu'on dénonce depuis des années de notre côté, puisque c'est un modèle qui est assez unique en son genre. On est la seule industrie du monde où on paye pas au réel des écoutes. C'est-à-dire que c'est comme si on allait chez un boulanger pour acheter sa baguette et que plutôt que de donner l'euro qu'on doit donner pour la baguette, on mettait l'euro dans une sorte de piscine à côté de ça, piscine qui va être répartie en fonction de la part de marché de chaque acteur dans l'industrie. Donc c'est un modèle, nous, qu'on dénonce depuis des années, qui tend à évoluer selon les plateformes, selon les volontés de chaque plateforme, mais qui place les indépendants qu'on représente dans une situation assez précaire de fragilité, parce que voilà, on n'est pas payé en fonction de ce qu'on vend réellement. Et l'IA qui arrive aujourd'hui vient amplifier ce biais concurrentiel, puisque la fameuse piscine se voit inondée de titres qui ne sont pas issus des répertoires des producteurs et vient diluer la valeur. Ce qui fait que les producteurs qu'on représente aujourd'hui, selon certaines études qui arrivent régulièrement en ligne, anticipe des baisses de revenus de l'ordre de 30%, ce qui vient précariser encore plus le business model qui lui-même était imparfait à la base et ce qui nous pose un réel problème aujourd'hui.
Ce que je voudrais ajouter, et qui a peut-être pas été dit de façon assez explicite par mes collègues, c'est qu'en fait, l'IA générative, en allant puiser dans les répertoires, génère des phonogrammes qui sont des contrefaçons. C'est comme si demain, on retrouvait dans un magasin de vêtements des polos qui seraient des mix entre Lacoste, Zara, Célio, et que ça pouvait être disponible dans les étalages et que tout le monde pouvait l'acheter librement. Je pense que ça poserait un vrai souci, qu'il y aurait des gens qui seraient saisis de ça et qu'on ne pourrait pas vendre ces produits-là. Or, aujourd'hui, ces contrefaçons sont en ligne, viennent diluer la valeur de nos catalogues dans la prescription, dans ce qu'on doit être en mesure aujourd'hui de dénoncer et de proposer, il me paraît indispensable qu'on puisse flécher ces contenus-là. Donc je reviens sur ce qui a pu être dit par mes collègues sur la nécessité d'étiqueter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver, encore une fois, pour faire une comparaison avec l'alimentaire, c'est comme si on arrivait dans un supermarché, qu'on avait un bac de pommes rempli de pesticides et dans le même bac des pommes bio. Le consommateur se retrouverait lésé et ne saurait pas quelle pomme est pleine de pesticides et quelle pomme est bio. Là, on a le même problème. On a des playlists qui sont inondées de contenus qui sont générés par l'IA. On a dans certains pays et sûrement en France aussi des radios qui doivent jouer de la musique qui est générée par IA et le consommateur n'est pas au courant. Donc il y a vraiment cette nécessité d'étiqueter, de faire en sorte que chacun et chacune puisse être conscient de ce qu'il va écouter. Et puis, si on considère que c'est une contrefaçon, la nécessité de démonétiser ces contenus-là, parce qu'on ne peut pas vendre quelque chose qui est issu du pillage et un produit qui est massivement influencé par des œuvres sans aucune contrepartie. Et dans les discussions qu'on va avoir aujourd'hui, je pense que c'est assez important de se poser la question de où est-ce qu'on va mettre le curseur, à quel niveau à quel moment on dit stop, à quel niveau on met le curseur. Et c'est pas que un débat philosophique, il y a tout un côté pragmatique où on doit se dire, en fait, à partir du moment où c'est une contrefaçon, on doit démonétiser, on doit empêcher que ça vienne polluer l'ensemble du business model qui, je le répète, est à la base un business model imparfait. Merci. Merci, M. Dacieux. Bien, nous passons à la phase. Gestion des droits, de mieux connaître aussi la vie de ces œuvres et donc que l'IA participe aussi à la diffusion de ces œuvres. On a beaucoup ces derniers mois parlé de l'entraînement en amont sur des œuvres qui n'ont pas donné, pour lesquelles les ayants droit n'ont donné ni autorisation et n'ont reçu aucune rémunération. Vous avez parlé de l'existence, du vote en large majorité du rapport Voss. Vous avez parlé de l'initiative sénatoriale sur la proposition de loi visant à asseoir une présomption d'utilisation, tout ça pour renverser la charge de la preuve. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'amont, jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'amont. Moi, j'aimerais qu'on regarde plus précisément dans la suite de nos échanges sur la question de l'aval. En gros, maintenant, lorsqu'est utilisé l'IAG par des artistes, quelles sont les questions qu'on peut se poser sur le statut des contenus issus? Est-ce qu'on se dit, à partir du moment où vous avez une utilisation de l'IA, c'est considéré comme un contenu synthétique, ou est-ce qu'on peut tolérer l'utilisation de l'IAG dans la création? Et donc j'ai toute une série de questions que j'aimerais bien vous poser et que chacun vous puissiez répondre à votre tour sur l'ensemble de ces questions, si Monsieur le Président, vous êtes d'accord avec ce principe. Et donc vraiment sur la qualification en aval de ces contenus où on a utilisé l'IAG. Alors, est-ce que déjà on peut techniquement détecter l'utilisation de l'IAG? Ensuite, c'est comment on la détecte. Est-ce que l'on peut sortir d'une logique binaire qui serait de se dire, il y a 0% d'IAG ou il y a 100% d'IAG, mais dans ces cas-là, est-ce que la nuance est possible? On a parlé parfois, et notamment avec la SACEM, de l'idée d'IA-score, un peu sur le modèle du Nutri-score, c'est-à-dire une échelle d'utilisation de l'IA. Est-ce qu'il faut l'indiquer, cette utilisation? C'est-à-dire que l'on peut très bien avoir cette échelle, mais est-ce qu'il faut l'indiquer?
à qui? Est-ce que c'est uniquement à l'écouteur final ou est-ce que c'est tout au long du processus? Qui doit l'indiquer? Je crois que Guillaume Cotet a donné déjà son avis sur le sujet, mais comme ça donnera l'occasion à chacun. Donc, qui doit indiquer l'utilisation? Et puis surtout, quand déduire? À partir du moment où on a une utilisation massive de l'IAG qui fait que c'est plutôt un contenu synthétique qu'une œuvre, est-ce que ça donne une impossibilité de la distribuer, de la diffuser? Est-ce que vous pensez qu'il est à ce moment-là intéressant d'interdire sa propagation? Est-ce qu'il faut aussi, selon cette dose d'utilisation de l'IAG, rémunérer ou ne pas rémunérer, ou rémunérer d'une autre façon les ayants droit ou les prétendus ayants droit? Est-ce qu'il faut continuer ou pas de soutenir par des politiques publiques, notamment des aides sectorielles, que ça soit producteurs, éditeurs ou artistes même qui utilisent l'IAG? Et puis, question finale, je sais qu'il y en a beaucoup, mais voilà, je vais essayer de les dire lentement. Mais la question finale, c'est quel est le risque à l'adoption d'un étiquetage de l'utilisation de l'IAG sur la qualification d'œuvres des artistes que vous accompagnez ou que vous êtes? Est-ce qu'on ne se retrouverait pas demain à être étiqueté indûment, c'est-à-dire un peu des faux positifs? Est-ce que le fait de rentrer dans un système d'étiquetage ne serait pas un frein à l'appropriation par les différents compositeurs, auteurs, interprètes, à l'utilisation d'outils qui doivent rester des outils d'IAG? Bien, alors, vous avez une question, je vous en prie. Allez-y, c'est libre, hein, vous y allez au fur et à mesure. Je vous en prie, Je vais monsieur. répondre du point de vue de l'auteur-compositeur. Alors déjà, il faut savoir que dès aujourd'hui et depuis quelques mois, dans certains répertoires, la librairie musicale en l'occurrence, de la part de nos distributeurs étrangers, en l'occurrence américains et nord de l'Europe, on a des contrats qui nous interdisent toute utilisation d'IAG, avec explicitement cité la mélodie, l'harmonie, tout élément d'arrangement, voire des samples. Parce que je pense qu'il y a une régulation qui est en train de se faire au niveau de la distribution finale en fait, des œuvres. Comme nos œuvres sont synchronisées et sur d'autres programmes et que le distributeur n'en connaît pas la destination au moment, en fait, il se prémunit des éventuels freins futurs d'utilisation. Donc ça, c'est au niveau de l'exploitation pour nous auteurs. Donc on est déjà contraint, en fait, quelque part. Dans certains répertoires, on est déjà contraint, c'est fini. Les compositeurs ne doivent plus utiliser d'IAG à aucun moment de la création. On veut des œuvres 100% humaines. Donc ça, c'est la distribution qui l'impose. Alors, sur le pourcentage et la dénomination, il y a quand même des dangers collatéraux pour nous, auteurs, qu'on voit, et je pense à la musique de commande en l'occurrence, parce qu'à partir du moment où vous dites, OK, parce qu'in fine, moi, je n'utilise pas d'IAG, je coûte plus cher que quelqu'un qui utilise d'IAG. Je vais mettre plus de temps, je vais demander plus de moyens, je vais faire mon métier dans les règles de l'art, donc c'est-à-dire que je vais avoir des interprètes, des studios, des ingénieurs, enfin toute la chaîne, parce qu'elle part du compositeur, toute cette chaîne. Tous les collaborateurs, avant d'arriver à l'éditeur et au début de l'exploitation de l'œuvre, c'est le compositeur ou la compositrice qui vont mettre en œuvre toute la chaîne de fabrication et de réalisation de cette œuvre. L'IAG, ça disparaît instantanément. C'est-à-dire qu'on prompte quelque chose et toute la chaîne disparaît. Donc forcément, économiquement, au bout de la chaîne, ça n'a pas le même coût. Et le danger pour nous, c'est que si on nous étiquette, le commanditaire dit « bon, ça va, peut-être c'est neuf, on prend ça, c'est moins cher ». Mais c'est toujours au détriment des auteurs et de la création et de la diversité. Alors ça, c'est pour l'aspect plutôt économique. Sur l'aspect créatif lui-même, je suis un fervent utilisateur de ChatGPT. Et j'adore ChatGPT. Parce qu'il me permet de faire des recherches. Et en ça aide ma création. À aucun moment, je lui ai demandé, c'est vraiment, j'ai des discussions avec des autres. En fait, ça dépend aussi de la formation des compositeurs. On ne va pas rentrer dans la technique, mais un voicing d'accord, la position des notes dans un accord, je vais vous donner un exemple simple, do, mi, sol ou mi, sol, do, ça n'a pas la même saveur musicale, ça raconte pas la même histoire. Ça, c'est un choix. J'ai des années de conservatoire, des prix d'écriture, etc. Donc c'est des choses qu'on a appris, qu'on a appréhendées. Et c'est une chose de connaître la règle, et c'est une chose de s'approprier la règle.
Et c'est là où la personnalité de l'auteur, parce que la manière dont il va s'approprier cette règle, détourner la règle, etc., c'est ça qui va in fine faire sa personnalité, et qui va savoir quand on lui demande un truc comme ça, il va être dans le cliché, mais il va tordre un peu la règle pour en sortir et y imprégner de sa propre patte. Donc le danger de l'IA, il est là, c'est que c'est difficile de mesurer à quel endroit ça devient « Ah, tu m'as donné le suite d'accord, ça va, je prends ça, c'est ce que je disais en préliminaire, c'est-à-dire que l'inspiration ne vient pas de moi. Je ne sais pas pourquoi cette suite d'accords m'a été proposée. Moi, j'ai demandé un truc. Pourquoi on m'a proposé ça? Je ne sais pas. J'ai pas la main sur ça. Un auteur-compositeur pur a la main sur ces choix-là. Les plus grands compositeurs ou compositrices de l'histoire qui ont fait évoluer le langage musical étaient en parfaite maîtrise des règles en amont et ont juste dit, en fait, moi, j'en veux plus. Je veux faire autre chose. Le dodécaphonisme est né alors que les Berg, Van Vermeer connaissaient par cœur le système tonal. Ils ont pu inventer le dodécaphonisme parce qu'ils connaissaient le système tonal. Donc le danger, c'est de perdre en fait ces savoirs fondamentaux de la musique. Une mélodie, une harmonie, un rythme, c'est quand même vraiment les briques de base de n'importe quelle œuvre musicale, quel que soit le répertoire de la musique. Donc le danger est là, et à partir de quel moment ça vient substituer l'acte de création, où on retombe dans l'acte de réaction, on nous propose quelque chose, on réagit, tiens, je vais partir de là, mais alors quel pourcentage je donne à la machine? Je le donne à qui dans la machine? Parce que ces réponses, elles m'ont été données, mais en s'inspirant de quoi? Voilà, ça pose énormément de questions et auxquelles c'est difficile de répondre. De ce qu'on en sait, pour la détection de l'IA, elle est possible sur un prompt qui donne une œuvre finie. Pour aller détecter l'intérieur d'un morceau, si on utilise des samples, si on les repitch, si on les retravaille, etc., je pense qu'on tue les artefacts, donc ça devient indétectable. Donc c'est très complexe. Je n'ai pas répondu à tout, mais j'ai répondu du point de vue du créateur. Très bien. J'essaie de prendre les questions dans l'ordre, si on ne rien oublier. Donc, sur l'étiquetage, la première question qui est celle de l'étiquetage. Cette question, Guy en a parlé, mais simplement, c'est pas un avis, c'est la loi, c'est-à-dire que c'est l'article 50 du RIA. La charge, elle est sur les modèles, c'est-à-dire les fournisseurs pour la génération de contenu et les déployeurs pour notamment les deepfakes. Donc, cette charge-là, elle est de toute façon, de par la loi, sur les épaules des modèles. C'est à eux d'étiqueter leur contenu. Et c'est d'ailleurs ce qui fait l'objet de travaux de la Commission en ce moment même sur un nouveau code de pratique, enfin un code de pratique dédié sur ces questions, qui est censé déterminer les conditions dans lesquelles ces modèles sont censés étiqueter les contenus qu'ils génèrent. Vous l'imaginez bien, de notre côté, notre Fédération internationale participe à ces travaux avec le mandat de défendre un étiquetage à la fois explicite, visuel, que le consommateur pourra voir directement, mais aussi un étiquetage complexe qui se retrouve dans les métadonnées, par exemple, avec du watermarking qui va notamment expliciter le moment de la génération, le modèle concerné, etc., et qui devra accompagner l'output sur toute sa durée de vie. Quel que soit l'endroit où il atterrit, par exemple sur une plateforme de streaming. Donc ça, c'est pour l'étiquetage. Après, évidemment, tant que cette obligation n'est pas effective, et elle ne l'est pas, puisqu'en plus on a un omnibus IA qui est en train de voir dans quelle mesure on ne pourrait pas reporter cette obligation entre 3 et 6 mois en ce moment. Donc on va voir où est-ce que ça atterrit, mais en tout état de cause, pour l'instant, ce n'est pas effectif. Et donc se pose, évidemment, on l'a mentionné, la question de la détection, puisque certains acteurs en font une marque différenciante, comme Deezer par exemple, ce qui nous rend service, puisque ça nous permet de monitorer aussi ce qui se passe sur nos plateformes clientes, en l'occurrence. Et cette question de la détection, elle est fondamentale, parce que ça nous permet de comprendre ce qui a été dit, le fait qu'il y a un déferlement sur nos plateformes clientes, le fait que 85% de ces écoutes sont frauduleuses, etc. etc. Donc c'est très important. Nous, ce qu'on demande, c'est... et on n'a pas de levier pour le faire, puisque il n'y a aucune obligation légale qui s'appliquerait au DSP en matière de détection. C'est du volontariat, si je peux dire. On voit bien les stratégies de différence entre un Deezer qui développe son outil de détection, entre un Qobuz qui, effectivement, va dans la même direction, et un Spotify qui, potentiellement, renvoie cette question aux métadonnées. Donc, stratégies différentes. Mais en tout état de cause, c'est extrêmement important pour nous. Et c'est pourquoi on pense aussi que l'ARCOM devrait également détecter les usages de
musique synthétique. Dans les médias traditionnels, ça a été dit sur l'illustration sonore, sur effectivement la musique d'habillage, de manière générale, il y a aussi tout un travail à faire dans les médias traditionnels pour comprendre où on habite et à quel point la musique portée par des auteurs et des artistes subit déjà un effet d'éviction également dans les médias trad. Sur la part d'utilisation de l'IA sur un contenu, qui est une question extrêmement complexe. Vous savez qu'il y a une mission du CSPL en cours sur cette question, sur la protégeabilité de l'output. Nous, on a une position claire qui est que tout contenu entièrement généré par IA ne mérite pas protection au titre du droit d'auteur. Point. Après, ça pose la question des zones grises, et notamment de l'utilisation de l'IA comme un outil. Mais là, on tombe, j'attends avec impatience des résultats de la mission d'Alexandra Bensamoun sur cette question, mais en tout cas, on tombe quand même dans une matière qui est celle du cas par cas, c'est-à-dire d'évaluer l'originalité, l'empreinte de la personnalité de l'auteur sur un objet ou une œuvre, ou de l'artiste, l'interprétation de l'artiste. Donc, on est quand même sur une matière on ne peut pas décréter que y a 3% d'IA, donc ce n'est pas protégeable ou c'est protégeable. Il faut voir dans quelle mesure, en fait, l'auteur, l'artiste, s'est emparé d'outils d'IA pour finalement apporter sa propre empreinte et créer une œuvre originale. Ça pose aussi la question de ce qu'on veut faire dans nos accords de licence avec les modèles d'IA. Puisque la question se pose de est-ce que ce qui sera généré par ces modèles sera protégeable ou non. Et donc là, on voit aussi différents modèles qui commencent à apparaître entre des modèles de divertissement, où finalement les outputs n'ont pas forcément vocation à atterrir sur les plateformes de streaming, puisqu'ils n'ont pas forcément vocation à être protégeables, enfin d'ailleurs même pas du tout, et des outils d'aide à la création, où là c'est complètement différent, puisque là, c'est pour que des artistes et des auteurs puissent s'en saisir, et potentiellement avec, si on produit un contenu original, une possibilité de protection. Donc c'est pas du tout la même logique, et ça va dépendre des accords de licence qui seront négociés entre les uns et les autres. Du coup, sur la possibilité de distribuer, de rémunérer ces contenus, en fait, on tourne autour du même sujet, sur la protection ou pas, la protégeabilité ou pas de ces contenus. S'agissant des politiques publiques, je crois que nous avons des attentes vis-à-vis, sans parler de la proposition de loi, où là, effectivement, c'est une attente vis-à-vis du Parlement. Mais en tout cas, s'agissant de l'ARCOM et du CNM, pour ne pas le citer directement plutôt, s'agissant du CNM, dans votre questionnaire, effectivement, vous posez plusieurs questions sur la mission d'observation du CNM, sa mission d'organisme de formation, etc., etc. Moi, je crois que, nous, on estime au SNEP que la mission principale du CNM dans cette affaire, ça doit être de définir des critères dans l'octroi des aides qui favorisent la création humaine. C'est-à-dire, par exemple, quand vous mettez un critère de studio d'enregistrement, vous êtes à peu près sûr que vous avez quelques artistes qui sont passés par ce studio, donc il y a une interprétation humaine, par exemple. Donc ça, c'est un travail, nous semble-t-il, que le CNM gagnerait à faire pour soutenir le secteur dans son ensemble. L'ARCOM, j'en ai déjà parlé, mission de détection, mais aussi mission de, pourquoi pas, définir dans les conventions que l'autorité a avec les acteurs traditionnels des engagements de diffusion de musique humaine. Enfin, est-ce qu'on va devoir arriver à des quotas de musique humaine dans les conventions entre les éditeurs de services de télé ou de radio et l'ARCOM? Donc voilà, j'ai l'impression que j'ai à peu près fait le tour, mais voilà. Merci, madame. Alors, oui, je vous en prie, monsieur. Oui. Ensuite, monsieur. Merci. Sur la question de la détection, les auditions que nous-mêmes avons fait au niveau de la FELIN, comme je vous l'avais dit, dans nos groupes de travail sur l'IA, les ingénieurs nous disent que la détection a ses limites, en fait. Elle a ses limites parce que à partir du moment où un artefact créé par IA se retrouve masterisé, c'est-à-dire que vous savez que dans notre process de création de musique, nous avons 3 phases, la phase de prise lorsqu'on va en studio, la phase de mixage lorsqu'on l'assemble, et la phase de mastering lorsqu'on va faire la dernière compression de la musique pour l'envoyer aux radios, pour le pressage CD, etc. En fait, le passage en mastering d'un titre généré par IA ferait disparaître les premiers signes de détection d'IA.
Ce qui fait que ça rendrait extrêmement compliqué, si demain Suno masterise ces titres, ça rendrait extrêmement compliqué le système de compression, la détection, des systèmes tels qu'ils sont faits aujourd'hui. Si on veut aller plus loin dans la détection, il faudrait dans ce cas mettre en place des systèmes d'IA eux-mêmes qui viendraient vérifier les titres à un niveau très bas de construction du titre pour pouvoir découvrir à quel endroit telle partie de master a été utilisée, etc. Ce qu'on nous dit, c'est que mettre ça en place présenterait déjà une difficulté technologique énorme et une consommation de ressources complètement dingue. Donc, nous, notre position par rapport à tout ça est qu'il est illusoire d'imaginer que des systèmes de détection pourraient à terme être 100% efficaces sur de la détection d'IA, qui a des biais, et donc on en revient à cette logique d'étiquetage. Et j'insiste sur la proposition que nous avions faite de mettre en place un label copie qui, lui, serait géré en fait par les producteurs, c'est-à-dire ceux qui sont avec les artistes, avec les auteurs, compositeurs, interprètes sur la création des titres, et qui savent ce qui s'est passé dans la création du titre et qui sont capables de renseigner à l'intérieur de ce label copie s'il y a eu de l'utilisation d'IA ou pas de l'utilisation d'IA, pour pouvoir le signaler et que derrière ça soit implémenté sur les plateformes. Ce dispositif aussi, comme je le disais tout à l'heure, si vous indiquez un studio, si vous indiquez des êtres humains qui ont participé à la création, eh bien, il vous permet aussi, en creux, de vous rendre compte que si ces données ne sont pas renseignées, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de studio, c'est qu'il n'y a pas d'être humain, et que donc c'est une création générée par IA. Et un dernier point sur ça, et ensuite je passe la parole à mes camarades. Qui serait récipiendaire de ces labels copies? Eh bien, on pourrait l'adjoindre au dépôt légal, puisque les œuvres sont faites auprès de la BNF, tous nos masters, tous nos albums sont envoyés auprès de la BNF pour le dépôt légal. Ça pourrait être un dépôt légal enrichi, en fait, des métadonnées. Le tout pourrait être, pourquoi pas, opéré entre la BNF et le CNM. CNM qui, du coup, recevrait les informations de la présence d'IA ou pas dans les titres et pourrait prendre les décisions qui s'imposent quand il s'agit d'aider des projets ou pas. Voilà, merci. Bien. Merci, monsieur, je vous en prie. Oui, juste pour revenir sur la notion de détection, ça pose quand même une vraie question. Et moi, j'ai échangé dernièrement avec un ingénieur qui m'expliquait en fait que on sait ce qu'il y a à l'entrée de la boîte. Il faut voir en fait l'IA générative comme une boîte noire. On sait ce qu'il y a à l'entrée de la boîte parce qu'il y a un prompt qui est envoyé. On sait ce qui en sort, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe au milieu. Et même les ingénieurs qui ont les deux mains dans l'IA générative aujourd'hui ont du mal à expliquer comment une œuvre peut être générée. Donc personnellement, j'ai du mal à imaginer qu'on va tomber d'accord prochainement sur une rémunération possible parce qu'on va avoir un mal certain à identifier comment les œuvres ont été influencées. Et quand je dis ça, je mets même pas sur la table le fait que tous les artefacts qui sont créés demain vont permettre de nourrir eux-mêmes l'IA, qui va donc être influencée d'œuvres qui ont été influencées par des œuvres originelles, on va dire. Tout ça pour reposer le contexte et remettre en perspective le débat qu'on a actuellement sur comment nous protéger aujourd'hui. C'est encore une fois en mettant la barre assez haute pour que tant qu'on est face à des biais technologiques et au fait qu'on soit empêché de réellement sourcer quelles sont les influences de chaque œuvre, on limite, on démonétise,
on contraint la diffusion de toutes ces œuvres-là qui n'apportent rien en termes de richesse culturelle dans nos économies, dans nos business models et au sein même des paysages de production sur lesquels repose aujourd'hui l'exception culturelle française et qui fait la richesse de notre patrimoine. Merci beaucoup. Madame la rapporteure, à vous. Monsieur, excusez-moi, oui, monsieur Cotet, vous avez raison. Non, merci. Je voulais simplement effectivement revenir là-dessus. Je pense qu'on a sur les questions de étiquetage, détection, on est sur les deux phases d'une même pièce. Il y a évidemment ce qui se fait en amont, on le disait, je pense qu'on est aligné là-dessus, sur la responsabilité qui incombe aux fournisseurs d'IA qui permettent la sortie de ces outputs. Mais de l'autre côté, ça n'empêche pas d'ailleurs l'utilisation d'outils de détection plus en aval, notamment par les plateformes de streaming, dès lors qu'elles reçoivent ce genre de contenu. On peut avoir un système d'étiquetage et de vérification en amont et en aval. C'est pas du tout exclusif l'un de l'autre. Moi, j'aime bien le côté, la comparaison avec le Nutri-Score. On avait échangé avec typiquement avec l'IRCAM Amplify, par exemple, qui a développé un outil de ce genre et qui fonctionne un peu de cette manière-là, c'est-à-dire que vous avez une cote de confiance qui part par principe à 100%, et cette cote, elle est plus ou moins dégradée en fonction des éléments d'IA que l'outil identifie dans le morceau. Ce qui est assez intéressant. Après, ça pose effectivement la question, et j'ai l'impression qu'en fait personne n'est revenu sur cette question-là, Madame la rapporteure, qui est est-ce que ce marquage-là peut être préjudiciable, on va dire, à l'image de l'artiste ou de la création en question. Quelque part, c'est un petit peu un label d'infamie qui lui est accolé, etc. Alors, je vous avoue, je ne suis pas forcément en capacité de répondre à ça, mais d'aucuns nous disent aujourd'hui l'utilisateur ne voit pas les choses en noir ou blanc. Ce qui l'intéresse, c'est est-ce que le morceau lui plaît, oui ou non. Donc je suis pas sûr que ça génère derrière des phénomènes massifs de défiance envers ces contenus-là. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si on regarde la chose de manière plus positive, ça permet de mettre en valeur quand même, encore une fois, une filière, des métiers, une créativité, etc., qui nécessite du travail, qui nécessite du talent et qui nécessite de l'investissement. Donc en fait, si on retourne la chose à l'envers, c'est quand même plus positif de voir les choses de cette manière-là. Moi, je voulais quand même revenir sur un point qui est la question du financement par le CNM, puisqu'on parle plus ou moins clairement de ça. Alors, nous ne voulons évidemment pas préempter les conclusions de discussions futures qu'il pourrait y avoir au sein de l'établissement entre professionnels de la filière, mais aussi avec les représentants de l'État, puisqu'ils siègent au conseil d'administration, d'autant plus que les usages de l'IA aujourd'hui, ils ne sont pas figés, et que les choses évoluent très vite, donc ça nous oblige quelque part à être agiles. Aujourd'hui, s'il vous faut une réponse là-dessus, c'est à date, nous ne sommes pas favorables au financement de contenus synthétiques par le CNM. D'abord parce que ces ressources financières sont limitées. Et vous savez, notamment dans le cadre des discussions budgétaires, combien ces ressources sont menacées, à la fois par le désengagement prématuré et inattendu de l'État, mais aussi par le plafonnement des ressources privées que sont les 2 taxes affectées à l'établissement. Mais aussi parce que dans les missions du CNM figure le soutien à la structuration de l'industrie, le soutien au savoir-faire, aux pratiques professionnelles, etc. Donc des objectifs qui, selon nous, sont assez peu compatibles avec le financement de l'IA générative. Après, une fois qu'on a dit ça, en même temps, quelque part c'est facile. De fait, et justement pour ces raisons de ressources limitées, je pense qu'il serait absolument impossible pour le CNM aujourd'hui de vérifier l'éventuel recours à l'IA pour chaque projet amené à potentiellement être soutenu par l'établissement. Ce qui nous renvoie effectivement à la question d'un étiquetage bien en amont de la génération des outputs. Monsieur Drouin-Chaboul. Merci Monsieur le Président. L'essentiel a été dit, donc je vais être rapide, mais
Effectivement, la question centrale de toutes ces questions que vous nous avez posées, me semble-t-il, c'est la question du curseur ou de l'IA score que vous évoquiez, puisqu'il y a tout un spectre quand même d'utilisation de l'IA, hein, la création de contenus 100% synthétiques à la simple utilisation de l'IA comme un outil même au moment du mastering, du mixage, etc. Enfin, on a vraiment un spectre d'utilisation assez vaste. Donc s'agissant d'identification, ça pose évidemment beaucoup de questions. D'abord sur la possibilité d'identifier l'utilisation partielle, entre guillemets, d'IA. Aujourd'hui, on sait identifier les 100% IA sous toutes les réserves qui ont déjà été évoquées, sur lesquelles je ne reviens pas. Mais on nous dit aussi que progressivement, les outils vont permettre d'identifier en pourcentage, justement, l'utilisation de l'IA dans une création, dans un enregistrement. Et je reviens sur ce qui a été dit, probablement l'étiquetage en amont, et notamment quand ça repose sur les métadonnées qui sont associées au contenu, etc., c'est très important. C'est d'ailleurs le choix qu'ont fait certaines plateformes de streaming aujourd'hui pour identifier les contenus. Quand on sait par ailleurs, et ça c'est Deezer qui communique ces chiffres qui ont déjà été évoqués, mais que 85% des écoutes générées par ces titres sont identifiées comme frauduleuses, ça pose un peu la question de la bonne foi aussi, et de la pertinence de ce seul levier d'identification. À l'inverse, on a évoqué toutes les réserves liées à l'identification automatique sur la base de l'empreinte sonore. Donc probablement pour que les mailles du filet soient suffisamment serrées, c'est un complément de tout ça qui sera utile, et notamment l'identification aussi ab initio. On parlait de watermarking tout à l'heure au moment de la génération même de ces contenus, qui pourrait évidemment être un moyen très efficace. Juste pour répondre sur la question des aides publiques, en complément de ce qui a été dit, sur lequel je ne reviens pas, effectivement, ces aides publiques, elles poursuivent des objectifs. Elle poursuit des objectifs généralement, en tout cas s'agissant de la filière musicale, de structuration, de développement économique de la filière, mais auxquels sont associés aussi des objectifs de politique publique qui me semblent importants dans cette enceinte de rappeler, notamment en matière de diversité, de promotion de l'expression francophone ou régionale, de renouvellement de l'offre, des talents, etc. Et il semble qu'avec tout ce qu'on a dit là, on est assez d'accord pour dire que ces objectifs-là sont assez incompatibles, semble-t-il, avec tous les risques que nous avons déjà évoqués, sur lesquels je ne reviens pas, mais en matière de diversité, il est assez clair qu'aujourd'hui, l'objectif de ces financements doit rester vers la création humaine. Merci, Monsieur Chabot, je vous en prie. Oui, parce qu'on parle d'objets sonores générés comme étant un tout. Je rappelle juste qu'il y a une dissociation à faire entre ce qui est du domaine de l'œuvre et ce qui est du domaine de l'interprétation et de l'enregistrement phonographique. S'il y a apparemment, alors je ne suis pas du tout expert, mais peut-être des possibilités de détecter au niveau de l'enregistrement l'utilisation de l'IA, au niveau de la création de l'œuvre en elle-même, c'est aujourd'hui, de ce que j'ai pu entendre, impossible. Dans la mesure où il peut y avoir des auteurs, donc paroliers, compositeurs, qui ont pour le coup mis la totalité de leur œuvre, paroles, mélodies, harmonies, rythmiques, dans un système d'IA pour chercher une interprétation, pour avoir une interprétation et un enregistrement audible, puisque donc je fais vraiment la différence entre l'audible et la création initiale qui, elle, est sur papier et sur etc. On parle de partition. Donc en détection, peut-être qu'il y a des possibilités. Au niveau de l'œuvre musicale, aujourd'hui, je crois savoir que c'est impossible. Alors oui, il y a la logique de l'IA score, mais pareil, tout le problème, c'est la transparence, c'est comment on arrive à cet IA score. L'auteur peut très bien avoir cherché l'inspiration, aussi utiliser un bout d'une ligne harmonique modifiée, do mi sol do, ça sonne peut-être mieux, mais en même temps, est-ce que là, on rentre dans la logique de dire, ça rentre dans un IA score comme étant cet élément pertinent de dire, il y a peut-être 1% d'IA score, 2, 3, voilà. Concrètement, je ne sais pas, quand je parle donc des œuvres musicales, j'ai peur de ne pas tout à fait voir le concret, et malgré tout, il y a évidemment quelque chose à trouver, ça c'est certain. Par ailleurs, sur le final et la rémunération, je répète ce que j'ai pu dire tout à l'heure, il faut absolument, à notre sens, éviter le double marché et donc, en termes de rémunération, trouver le système qui permettra d'éviter d'avoir deux marchés parallèles dont l'un paraît plus séduisant que l'autre.
Monsieur Legge, vous vouliez... Monsieur Juillet, pardon. Pardon. Je veux juste un petit complément de ce que vient de dire Mathieu, parce qu'on connaît déjà ça. Il y a peu de temps, un guitariste de studio célèbre, Tom Bukovac pour le citer, à Nashville, racontait qu'il a fait une séance où il devait repiquer des éléments proposés par une IA, mais qui en fait reprenait des éléments que lui, parce que c'est un guitariste de studio célèbre. Et donc c'était marrant parce qu'il se repompait lui-même, parce que l'IA lui avait ressorti ce qu'il avait fait et on lui a demandé de faire ça. Et l'anecdote est marrante, sauf qu'en fait ça montre aussi que là, à cet endroit-là, l'auteur peut disparaître. Mais à l'origine, in fine, on a un phonogramme parfaitement clean, entre guillemets, dans lequel il est impossible de savoir si l'IA ou pas a été utilisée réellement au moment de la création. Là, en l'occurrence, il l'a été. Madame Deveau, je vous en prie. Juste très vite, mais je crois qu'il faut quand même bien différencier la notion d'étiquetage qui effectivement concerne des objets générés par des outils et la notion de, enfin, en tout cas ce qu'amène la SACEM comme réflexion sur le concept d'un Nutri-Score, qui là en fait vient dire ce qu'on doit à la création, ce qu'on devrait à la machine. Enfin, je n'ai pas connaissance complète de la profession de la SACEM, donc voilà, c'est vraiment tout de manière prudente, mais simplement c'est comme si on n'avait jamais travaillé avec des machines dans nos industries. Enfin, c'est quand même pas nouveau. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus rentrer dans une espèce de contre-effet où en fait il faudrait documenter, tiens, je suis allé chercher une ligne, un stem à droite ou un stem à gauche. Enfin, en fait, c'est pas ça l'objet. Enfin, pour protéger nos industries, c'est pas ça dont on a besoin. On a besoin de marquer ce qui est généré totalement, parce que ça, c'est de la concurrence déloyale, si je puis dire. Et après, sur le processus de création, quelque part, est-ce que c'est une œuvre originale ou pas ? Est-ce que l'auteur a utilisé la machine et on a fait quelque chose d'original ? Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller dire c'est 30%, je suis allé chercher 3 stems à droite ou à gauche ? Ça, c'est une réflexion, hein, mais j'ai pas la réponse. Très bien. Je me permets en fait, là, par votre dernière intervention, vous dites, bon, en fait, on a besoin d'étiqueter ce qui est 100% IA, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas eu d'intervention humaine à part faire un truc. Et du coup, je voulais savoir qui était pour ce système-là, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans une nuance où on dit 30% et tout, mais juste de dire, non, il faut juste signaler, étiqueter ce qui est 100% IA. Est-ce que je peux vous faire voter qui est pour ? Micro, pardon. Oui, monsieur Deveau. D'un côté, on parle de ce que vit la machine quand elle vient nous concurrencer, se substituer à nous. Donc ça doit être étiqueté et vraiment à triple niveau. C'est-à-dire, en fait, il faut du watermarking hyper robuste pour que quand ça arrive sur Deezer, on le repère direct. En revanche, le processus de création d'une œuvre, ça, c'est autre chose. Et ça a toujours existé. Voilà. C'est le caractère original de l'œuvre. Je reformule, on n'est pas là pour voter, mais en fait, je voulais vous proposer de voter. Mais c'était de dire que, en fait, c'est ce qu'il faudrait détecter, c'est justement ce qui est 100% IA. Et le reste, on ne va pas essayer de trouver une échelle qui irait voir si vous avez utilisé un synthétiseur en 1978 ou pas. Enfin, voilà, c'est un peu... votre parallèle avec l'utilisation d'outils que la technologie a mis dans les mains de l'homme. On n'a pas commencé à qualifier la musique de tel ou tel artiste en disant, bah non, mais comme il a utilisé un faux piano et pas un vrai piano, du coup, c'est pas de la musique. C'était pas le sujet. Oui, monsieur. Je comprends bien votre question. Je pense qu'il y a le 100% IA où on va grosso modo tous être d'accord, mais il y a aussi d'autres utilisations. Alors sans aller vraiment dans les notions de utiliser l'IA pour concevoir une partie de batterie ou une partie où je pense qu'on va aussi être tous d'accord pour dire que si on fait ça, on ouvre une usine à gaz incroyable et qu'on n'y arrivera jamais. Il y a quand même aussi des justes milieux qui posent question, notamment quand un auteur-interprète va poser sa voix sur une musique qui, elle, est composée à 100% par l'IA. Où pour moi, là, on est vraiment dans quelque chose qui est problématique aussi, et vice-versa. Un compositeur qui va composer la musique et qui va faire appel à un auteur-interprète 100% IA.
Et je pense qu'on peut trancher sur ces points-là. C'est quelque chose où on peut se dire que là, ça va trop loin. Par contre, quand on va arriver dans quelque chose de plus sensible, de l'utilisation de l'IA comme dans le process de production, comme on pouvait utiliser le sampling, comme on utilise encore le sampling, où voilà, là on s'en sert comme une source d'inspiration, comme d'un outil, considérer qu'à ce moment-là, ça puisse être OK. Monsieur... Je rajouterais, pardon, un point, mais qu'on avait évoqué en interne chez nous, c'est je demande à la machine, pour simplifier, schématise, je demande à la machine de me sortir un titre complet, paroles, musique, l'enregistrement. Et puis après, derrière, avec mon groupe, dans mon coin, je réenregistre tout ça. Mais la machine est quand même à l'origine de l'intégralité des éléments via des prompts, etc. Et pour autant, ce que derrière je vais livrer, ce sera quelque chose d'interprété et joué par des vrais musiciens, etc. Ça complexifie encore un peu la question. Je veux bien intervenir, rebondir dessus, j'ai vu qu'il y en avait deux. Mais on a parlé beaucoup d'inspiration. Tout à l'heure, vous avez parlé d'inspiration et que la musique que vous faites, c'est parce que vous avez écouté tel compositeur. En fait, votre exemple, là, donne aussi tout ce que l'on doit à ceux qui nous ont inspirés. Et finalement, ce que l'on demande, on est presque plus exigeant avec les modèles d'IA, parce qu'on leur demande de révéler toutes leurs inspirations, bien qu'elles aient été sans autorisation, sans rémunération. Mais il y a un moment où on se poserait même les questions de redevoir à ceux qui nous ont inspirés tout ce qui nous permet aujourd'hui de créer. Qu'est-ce que ça vous fait penser ? Je vais répondre à votre question. Juste pour revenir sur ce que dit Guillaume, là quand même, il y a quand même une intention qui n'est pas très très loyale. On est d'accord. Donc on passe dans une autre logique. Exactement, c'est la tricherie. Sur ce que dit Mathieu, je suis assez d'accord. Ça pose des vraies questions sur les chaînes de droits multiples qu'il y a sur un même objet. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'il va falloir à un moment donné dire il y a une interprétation humaine, mais il y a une composition par IA. Enfin, et voilà, peut-être qu'il faudra dire, dès lors qu'on a une chaîne de droits d'auteur et une chaîne de droits voisins sur un même objet, eh bien, différencier selon que c'est des humains ou c'est des machines. Après, sur l'inspiration, j'avoue que parler d'inspiration pour les modèles d'IA, moi, ça m'a toujours personnellement chagriné, dans le sens où l'inspiration, c'est... Est-ce qu'on peut parler d'inspiration face à une machine qui vectorise, tokenise tout l'existant pour en faire des éléments mathématiques dont les relations, va créer des relations qui vont apprendre de ces relations entre ces modèles. Enfin, est-ce qu'on parle vraiment d'inspiration ? Je pense que l'inspiration, c'est quand même un mot spécifiquement lié à toute la complexité de notre humanité. Oui, alors peut-être une dernière... Oui, monsieur Guez, je vous en prie. Mais sur l'inspiration, il y a une limite à l'inspiration qui est le plagiat. On sait reconnaître effectivement les similitudes trop fortes, hein, et donc là, ça devient une contrefaçon. Hein. Je pense pour l'IA, c'est un peu le même problème. Il y a un moment où ça devient effectivement la contrefaçon, un moment où ça n'en est pas dans l'inspiration. Monsieur Chabot, vous vouliez une toute dernière. Oui, en fait, on trouve dans des rapports, on parle d'imitation plus que d'inspiration. Là où, pour le coup, ce qu'on va chercher chez l'humain créateur, c'est justement un ensemble, ce que disait Laurent tout à l'heure, en fait, c'est un ensemble culturel qui s'est créé, consciemment ou inconsciemment, qu'il soit autodidacte ou qu'il ait appris la musique. Mais même l'autodidacte, c'est forcément créer une façon, en fait, de faire les choses, et c'est créer sa propre grammaire. Et c'est effectivement ce qu'on va chercher. Donc, le système d'IA, j'ai effectivement parlé d'inspiration tout à l'heure. En réalité, il faudrait surtout parler d'imitation plus que d'inspiration. Parfait. Oui, alors vraiment, une toute dernière. Dernière. Non, mais je veux pas paraphraser, mais on est tous d'accord pour dire que l'IA n'imagine rien, contrairement à un auteur, un compositeur. Elle n'imagine pas, elle réplique, elle fait des statistiques, et elle fait une moyenne statistique, et elle va diluer tout ce qu'elle aura trouvé sur le web mondial. Donc elle ne peut pas être David Bowie à la place de David Bowie. En revanche, puisque David Bowie a existé, elle va être capable de l'imiter. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Monsieur Markovitch, que nous auditionnions il y a quelques heures de ça, parlait de golem en disant il y a
Il y a l'original, l'homme, et puis il y a son imitation, le golem. J'ai trouvé cette expression particulièrement pertinente. Bien, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous avons prolongé parce que du coup, la passion est montée au fur et à mesure du débat. Hein. Et d'ailleurs, nous avons abordé sur la fin des questions assez vertigineuses, hein, la question du curseur, de l'authenticité, bref. Je pense que madame le rapporteur a largement de quoi nourrir son rapport qui paraîtra probablement en juin. Enfin, je dis probablement, c'est la commission qui va décider, mais je n'ai pas de doute là-dessus. En juin, vous pourrez retrouver aussi votre contribution à notre réflexion. Merci beaucoup. Merci.